Bonjour, c'est Bernard Lancelot qui vous parle, président de l'association Alpha et spécialiste des techniques de développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur, puisqu'en réalité, connaître le bonheur, être heureux, c'est le but de tous les hommes. Les orientaux, par exemple, disent que le but, c'est de capturer le cœur du monde tout entier. Et même dans les pays athées, eh bien, on rencontre des personnes qui s'intéressent néanmoins aux sciences psychiques. Pourquoi? Parce que les sciences psychiques présentent une démarche simple et pratique pour atteindre le bonheur. Pas besoin de croyances particulières pour pratiquer. Tout ce que l'on a besoin, c'est d'être intéressé par son propre mieux-être. Et donc, il est impossible de rencontrer un être humain qui puisse dire « ma santé et mon bonheur, tout ça, ça ne m'intéresse pas ». Évidemment, nous voulons tous être heureux et en bonne santé. On peut dire que le cosmique est assimilable au bonheur. Et donc, en ce sens, être heureux, c'est être en harmonie avec le cosmique. C'est ça la définition du bonheur que l'on peut donner. Et beaucoup de gens dépensent des sommes considérables dans cette poursuite du bonheur, en voyage, en divertissement, en loisirs, etc. On peut dire que être plus heureux, c'est ça qui se cache derrière toutes nos actions. Il y a à chaque fois cette recherche du bonheur. Par exemple, les femmes se maquillent, et si elles se maquillent, c'est que elles veulent que les garçons qui les regardent ensuite puissent dire « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle !» Et si quelqu'un leur dit « Ah, vous êtes vraiment très jolie », eh bien, elles sont heureuses, elles connaissent le bonheur. Même chose d'ailleurs pour les garçons qui veulent plaire aux filles. Donc, derrière chacune de nos actions, il y a cette pensée « Je veux être heureux ». Et certains pensent que l'argent leur apportera le bonheur. Mais en réalité, il y a des choses plus importantes que l'argent. La meilleure preuve, c'est que quelqu'un est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour retrouver la santé. Donc, nous voyons que la santé, c'est plus important que l'argent. Alors, parfois même, pour certaines personnes, ça va tellement mal que ces personnes se suicident. Mais si on interroge cette personne, bien sûr, elle ne va pas vous dire « Je me suicide parce que je veux être plus heureux ». Mais elle dira un petit peu différemment. Elle dira « Je ne veux plus être malheureux ». Donc, on est même prêt à perdre sa vie pour avoir le bonheur. Le bonheur, vraiment, c'est la chose la plus importante de notre vie et pour laquelle on est prêt à tout sacrifier. Alors, où se tient cet état de bonheur? Eh bien, je vais vous citer une légende hindoue. Cette légende dit ceci. Lorsque Dieu créa l'homme, il voulait lui donner tout. Mais ceux qui l'aidèrent à créer le monde lui dirent « Ne lui donne pas tout gratuit. Si tout est gratuit, il ne l'appréciera pas. Il faut que la chose la plus précieuse soit cachée, qu'il ait à se battre pour l'avoir, que ce soit difficile pour l'obtenir. » Ils se sont alors demandé « Mais quelle est la chose la plus précieuse pour l'homme ?» Ils firent un vote et tout le monde décida à l'unanimité que le bonheur était la chose la plus précieuse. Alors Dieu se demanda « Où puis-je cacher le bonheur ?» Deux de ses aides lui dirent « Au fond de la mer. » Mais Dieu dit « Mais non, parce qu'un jour, l'homme inventera le sous-marin et il va découvrir ce qu'il y a au fond de la mer. » Alors d'autres lui dirent, eh bien sur la lune. Mais là encore, Dieu, qui avait la prescience, dit, mais non, parce qu'un jour les Américains vont débarquer sur la lune et ils vont pouvoir le trouver. Alors à la fin de la réunion, un vieil homme se leva et dit à Dieu, je connais une place où l'homme ne le trouvera jamais. Mets-le dans son cœur, car il va tout le temps regarder à l'extérieur et jamais à l'intérieur de lui-même. Et la légende conclut en disant « Et c'est là où Dieu plaça
le bonheur. Donc, si on tire les leçons de cette histoire, eh bien, comment obtenir le bonheur? La réponse est simple, en allant à l'intérieur de soi-même. C'est là où on va trouver le bonheur. Et malheureusement, la plupart des gens cherchent le bonheur à l'extérieur d'eux-mêmes. Par exemple, ils disent « Ah, si j'avais 1 milliard, qu'est-ce que je serais heureux ?» Ou bien « Ah, si j'avais une belle voiture, ça me rendrait plus heureux. » Mais en réalité, les gens qui ont de telles choses ne sont pas forcément plus heureux. Les sciences occultes, elles, déclarent « Nous sommes le bonheur. Le bonheur est notre nature profonde. » Alors vous allez me dire, mais si nous sommes le bonheur, pourquoi nous voyons parfois tant de malheureux? Eh bien, réfléchissons un peu. Pour se voir soi-même, comment faisons-nous? On va devant un miroir et là on se voit. Mais en fait, on ne se voit pas exactement soi-même, on voit son image. Et donc, pour que l'image soit claire, il faut que le miroir soit propre et bien droit. Si au moment où l'on regarde le miroir se courbe, eh bien l'image va être déformée et on peut se voir en tant que monstre. Donc, on voit bien dans cet exemple que le problème n'est pas en soi, mais il est dans la matière du miroir. Le problème est dans le miroir, pas dans le visage. Et si on arrange le miroir, eh bien de nouveau l'image va être impeccable. Donc revenons à notre problème de départ. Vous êtes le bonheur, vous voulez vous voir comme Monsieur Bonheur. Vous avez besoin d'un miroir. Alors quel est ce miroir? Eh bien ce miroir, c'est votre esprit. Votre esprit fonctionne à la façon d'un miroir. Vous pouvez vous voir vous-même grâce à l'image que vous avez de vous-même dans votre esprit. Et donc, pour bien vous voir dans le miroir de votre esprit, je vous pose la question, est-ce qu'il faut que votre esprit soit tordu ou que votre esprit soit bien droit et bien propre? En fait, nous voilà ici au cœur du problème. Lorsque votre esprit est tordu, eh bien, vous vous voyez comme un monsieur bonheur tordu. Si en revanche, vous apaisez votre esprit, et il y a des techniques qui le permettent, eh bien, vous prenez conscience, enfin, ah, qu'est-ce que je suis heureux. La solution est donc, selon les sciences occultes, de garder toujours son esprit bien propre et bien calme. Et alors, on peut toujours se percevoir comme quelqu'un d'heureux, qui a atteint la plénitude. Il s'agit donc de garder l'esprit calme en toute situation, d'apaiser son mental. Il y a certaines personnes qui rendent leur esprit calme en buvant du whisky ou des alcools, d'autres par des tranquillisants, d'autres par des drogues. Dans tous ces cas, en fait, ces personnes essaient de tranquilliser leur esprit. Mais toutes ces méthodes ne durent qu'un temps et n'apportent pas vraiment un calme profond et durable. Dès que les personnes ne sont plus sous l'influence de ces substances, eh bien, elles se perçoivent à nouveau malheureuses. Dans la démarche de l'occultiste, on va agir différemment. Plutôt que de se masquer les faits, on va remonter à leur origine, à leur cause. Et donc, on va essayer de trouver quelles sont les raisons pour lesquelles notre esprit est perturbé. Pourquoi suis-je perturbé? Alors, si on interroge les personnes, la plupart des gens vont vous dire « ce sont les autres qui sont à la cause de mes problèmes. Je voulais qu'ils fassent ceci ou cela et ils ne l'ont pas fait. » Exemple, j'ai un rendez-vous, il m'avait dit qu'il serait là à telle heure et il n'est pas là. Et donc, ça me rend malheureux, surtout si c'est un rendez-vous d'amour. La réponse de la tradition initiatique va être celle-là. C'est pas l'autre qui est responsable. C'est mon désir qui est la cause de mes problèmes. Si je reprends l'exemple précédent, une fois que l'autre m'a donné rendez-vous,
C'est mon désir qu'il soit à l'heure qui me rend malheureux. C'est pas l'autre. En fait, dans la vie, on veut telle ou telle chose des autres et si on ne l'obtient pas, on est malheureux. Exemple, vous rencontrez quelqu'un de l'autre sexe qui vous plaît, vous lui demandez son numéro de téléphone. Si cette personne le fait, vous êtes heureuse. Si la personne refuse, vous êtes malheureux. Et donc, vous faites dépendre votre bonheur de quelqu'un d'autre, de l'extérieur. Vous oubliez que vous êtes le bonheur. Et on peut dire que c'est de cette façon que la comédie humaine se joue depuis des siècles. Quelques-uns recherchent le bonheur dans l'argent, d'autres dans un compagnon, d'autres dans des positions politiques, et ils oublient qu'ils sont le bonheur. En fait, le message le plus important de la tradition est sûrement celui-ci. Ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur. Le bonheur est votre nature profonde. Et ça, lorsqu'on l'oublie, on est malheureux. Alors, vous retrouvez ce thème, par exemple, dans le yoga. Si vous prenez le 2e sutra yoga, il est dit « Yoga signifie garder l'esprit calme. Si vous y parvenez, vous connaîtrez votre nature profonde. » En fait, si vous prenez la Bible, d'une manière différente, on exprime la même chose. On nous dit dans la Bible que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu est le bonheur. Donc, si l'homme est à l'image de Dieu, il doit être heureux. Si vous prenez les paroles du Maître Jésus dit « Béni soit celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. » Bien. Avec des termes différents, il exprime exactement la même chose que ce que je viens de dire. Donc, tous les écrits sacrés, en fait, nous répètent une chose identique. L'objectif que l'on doit avoir, c'est de garder l'esprit calme et en paix. Et si on y parvient, eh bien, on va se réaliser pleinement. Alors, certains parmi vous vont peut-être dire, tout ça c'est bien joli, mais sur le plan pratique, comment on peut faire? Alors, c'est cet aspect, maintenant, que je vais vous indiquer dans la deuxième partie de cette conférence. Je vais vous parler maintenant des applications concrètes de ce que nous savons sur le cerveau. Et vous allez voir, c'est la clé. Depuis plusieurs années, j'ai animé quantité de séminaires alpha pour permettre aux personnes d'employer leur cerveau d'une manière plus complète. Et je me suis aperçu que la plupart des gens utilisent uniquement 2 vitesses, un peu comme une voiture qui en aurait 4, et le conducteur utiliserait uniquement la première et la seconde. Et tout ça pourquoi? Parce que tout petit, on nous a demandé d'arrêter de rêver, d'arrêter de vivre dans un monde de fantaisie. Par exemple, il y a des parents qui disent à leurs enfants « Mais enfin, quand est-ce que tu vas devenir quelqu'un de sérieux ?» Et donc, on nous a enlevé une partie de notre fonctionnement cérébral. On peut dire qu'on fonctionne dans le monde éveillé, mais trop boulot. C'est ça, ce monde. Et aussi le monde dodo, qui est le monde du sommeil. Mais on néglige l'état intermédiaire, qui correspond à la rêverie, qui correspond à l'introspection. Et pourtant, vous devez savoir que la créativité se produit plus facilement dans l'état de rêverie, c'est-à-dire dans l'état intermédiaire de demi-sommeil. Je peux vous citer par exemple le chimiste Kekulé, qui est le père de la chimie organique, et qui avait vainement réfléchi sur le papier au modèle de la molécule de benzène. Et ensuite, comme il butait sur ça, il a arrêté de chercher. Il était chez lui, devant le feu de sa cheminée, en train de rêvasser. Et tout d'un coup, il voit une image. L'image d'un serpent qui se mord la queue.
Cette image s'impose à son esprit. Et là, ça a fait tilt. Il s'est dit, mais ça y est, j'ai trouvé. Et effectivement, dans l'atome de benzène, il y a un octogone, un squelette carboné, donc en forme de cycle. Et c'est ça que le serpent qui se mordait la queue signifiait aquiculé. Et ça a été le départ eh bien, de toute la chimie organique. Prenons un autre exemple. L'écrivain Stevenson. Peut-être que vous ne connaissez pas ce nom, mais vous connaissez sûrement son œuvre. C'est lui qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Eh bien, il faut savoir que Stevenson, chaque nuit, il rêvait un chapitre de son livre. Et ensuite, le lendemain matin, il avait juste à noter son rêve et il avait le chapitre suivant de son histoire. Et le soir, d'ailleurs, il avait hâte de s'endormir pour connaître la suite des événements. Alors tout ça, en fait, nous pouvons l'apprendre. Tout passe, en fait, par cet état intermédiaire entre veille et sommeil. On sait que l'être humain peut contrôler aussi les fonctions involontaires. On a deux types de fonctions. Les fonctions volontaires, par exemple les mouvements quand je marche, parfois la respiration, ça met en jeu les muscles striés. Et puis, il y a les fonctions involontaires qui, elles, mettent en jeu les muscles lisses. Exemple, les mouvements du cœur, les mouvements de la digestion. Or, le cerveau peut aussi les contrôler. De même que la respiration, qui est normalement involontaire, peut se contrôler, on peut très bien décider consciemment de faire des respirations plus lentes et plus profondes. On peut contrôler aussi, par certaines techniques, les autres fonctions qui normalement sont inconscientes. Alors pour revenir à mon image de la voiture à plusieurs vitesses, on peut dire que si on prend en compte l'électroencéphalogramme qui enregistre notre activité cérébrale, eh bien il y a 4 vitesses. Alors, bien sûr, il y a l'électroencéphalogramme plat, ça c'est la mort clinique, hein, c'est le tracé plat qu'on peut trouver dans les états de coma dépassés. Alors ensuite, la première vitesse, qui est la plus lente, qui va de 1 cycle par seconde à 3 cycles par seconde, on appelle ça le rythme delta. Le rythme delta, on le trouve dans les phases d'inconscience, comme par exemple dans certains états de coma, et également dans les phases les plus profondes du sommeil. Puis ensuite, on enclenche une vitesse, la voiture va un peu plus vite, on obtient le rythme θ. Le rythme θ, lui, correspond au sommeil léger, ou bien à l'état d'absence. Vous savez, quand on dit de quelqu'un, il est sur la lune. J'augmente encore la vitesse, et là, j'obtiens le rythme alpha. Là, déjà, le rythme alpha est caractéristique de l'éveil. C'est, disons, l'état intermédiaire entre l'état de sommeil et l'état de veille. C'est un état, par exemple, que vous vivez chaque soir dans les instants qui précèdent votre endormissement. Alors, l'état alpha, c'est une clé. Parce que l'état alpha nous permet d'atteindre notre subconscient. Et à partir de là, de modifier en nous ce que l'on désire modifier. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'y revenir. Puis la voiture accélère encore et c'est le rythme bêta. 21 cycles par seconde, qui est caractéristique de l'éveil. Alors, pour la plupart des gens, eh bien, ils connaissent le rythme bêta et les autres rythmes uniquement involontairement, puisque durant la nuit, eh bien, ils passent par l'état alpha qui précède le sommeil, et puis ensuite le rythme θ qui est le sommeil, et puis parfois le rythme delta qui correspond au sommeil très profond. On peut apprendre à produire à volonté l'état alpha. Alors comment? Les anciennes méthodes nous disaient on va pratiquer l'autosuggestion et se répéter je me détends, je me détends.
Mais l'efficacité de ce genre de technique est assez limitée. Si par exemple, vous vous dites « je salive », vous n'allez pas forcément saliver. Le cerveau, vous le savez, fonctionne plutôt à l'image. Si la publicité, d'ailleurs, est une grande consommatrice d'images, c'est parce que l'image a un impact considérable sur notre esprit. Lorsqu'on veut modifier le comportement de quelqu'un, c'est par des images qu'on va y parvenir. Alors là, je vous propose un micro-exercice. Je vous demande de vous asseoir dans une position confortable, de vous relâcher et vous fermez vos yeux. Voilà, vous fermez vos yeux et vos yeux étant fermés, vous allez imaginer qu'il y a un citron devant vous. Vous visualisez mentalement ce citron et ensuite avec l'autre main, vous prenez un couteau et vous coupez ce citron en deux parties. Voilà. Puis ensuite, vous allez prendre un de ces demi-citrons et vous le portez à la bouche et vous y mordez à pleines dents. Allez-y, à pleines dents. Voilà. Le petit exercice est fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, si vous avez vraiment utilisé votre imagination de la bonne manière, cela aura provoqué un phénomène de salivation. Donc ça, c'est intéressant parce que ça prouve qu'à partir d'une image mentale que vous avez entretenue dans votre esprit, vous avez eu une action physiologique sur votre corps, en l'occurrence, sécrétion de la salive par vos glandes salivaires. Alors, tout ça, ça peut s'apprendre, en fait. C'est même très simple à acquérir et avec de la pratique, ça devient un véritable réflexe. Au départ, lorsqu'on essaie de pratiquer l'état alpha, bien sûr, on essaie de mettre un maximum de conditions favorables. On se met dans un endroit calme, avec une lumière tamisée, on débranche toutes les sonneries, téléphone, ordinateur, de façon à ne pas être dérangé. Mais ensuite, lorsqu'on est entraîné, on peut se mettre en état alpha n'importe quand, n'importe où, même dans le métro, debout, au milieu d'une foule bruyante. Vous savez, c'est un peu la même chose que pour apprendre à nager. Quand on apprend à nager au départ, eh bien, on se met dans une piscine qui est peu profonde, qui est chauffée. On essaie d'avoir les conditions idéales pour débuter. Mais ensuite, lorsqu'on sait bien nager, eh bien, on peut nager en pleine mer. Alors tout ça, on le fait dans quel but? Pour nous, l'état alpha, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil. C'est un outil qui nous permet d'avoir accès à notre subconscient et à partir de là, de faire des choses très intéressantes. Puisque, par exemple, c'est dans le subconscient où se trouvent nos programmes de comportement. Et vous avez des personnes qui, suite à leur histoire personnelle, suite à ce qu'elles ont vécu, généralement quand elles étaient enfants, ont dans leur subconscient des programmes d'échec. Eh bien ça, on peut le rectifier. Grâce à l'état alpha et grâce à la visualisation, on peut effacer ces programmes d'échec et les remplacer par des programmes de succès. De même, dans votre subconscient, vous avez ce qu'on appelle l'image de soi, c'est-à-dire une image de vous-même. Et là encore, vous avez des gens qui, de par leur vécu, ont une image négative d'eux-mêmes. Mais là encore, ce n'est pas indélébile. Cette image de soi, il est possible de la rectifier, d'effacer l'ancienne image et de créer à la place une belle image de vous-même qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre peau et d'avoir une confiance en vous-même extraordinaire. Et également, pour ceux que ça intéresse, on peut, grâce à l'état alpha, développer notre perception extrasensorielle. Et à ce moment-là, on se rend compte que ces perceptions, que certains qualifient de paranormales, sont en réalité tout à fait normales.
elles sont liées au fonctionnement normal de notre cerveau. C'est d'une facilité vraiment enfantine. C'est ultra facile. Mais pour cela, il faut connaître le fonctionnement du cerveau, connaître son mode d'emploi. Alors, sans rentrer dans les détails, sachez que, en fait, nous avons deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche. Chaque hémisphère a sa spécificité. Le cerveau gauche, c'est là où se trouve le centre du langage, c'est le cerveau rationnel de la pensée logique. Et ensuite, il y a le cerveau droit, qui lui est non logique, non rationnel. C'est celui de la pensée globale, qui est sensible à l'art, qui est sensible à la beauté. C'est par exemple l'hémisphère droit qui nous fait apprécier la beauté d'un coucher de soleil. Et ensuite, c'est le gauche, là où il y a le langage, qui essaie de décrire ce qu'il voit et qui dit « mais je ne trouve pas les mots pour décrire un tel spectacle ». Évidemment, puisque les mots, c'est le centre du langage, il se trouve dans l'autre hémisphère, l'hémisphère gauche. Alors, en réalité, les deux hémisphères doivent se compléter. Si le gauche domine, eh bien, on va être amputé d'une partie de nous-mêmes, d'une partie de notre fonctionnement cérébral. Alors, on voit que la connaissance peut venir de deux manières, de deux façons. Elle peut venir de l'extérieur, en assistant à des conférences, en lisant des livres. Là, on fait appel donc à l'hémisphère gauche. Mais aussi, il y a une autre source, qui est une source intérieure. Et là, c'est la connaissance intuitive, ce que certains appellent le sixième sens, où là, on va se relier directement à une source intérieure de sagesse. Puisqu'en fait, il y a un sage remarquable à l'intérieur de vous-même. Mais ce sage, eh bien, vous l'avez bâillonné. Vous n'avez pas développé, en tout cas, le canal pour rentrer en contact avec lui. Et si vous y parvenez, à l'aide de certaines techniques, eh bien, alors, cela va tout changer. Et vous allez devenir quelqu'un de remarquablement intuitif. Et vous allez faire des expériences où votre intuition est utilisée à un tel point que vous allez même pouvoir projeter votre conscience à des centaines de kilomètres. Et par exemple, rentrer chez quelqu'un, voir cette personne agir, entendre les sons, comme si vous y étiez physiquement présent. C'est votre conscience qui s'y est projetée. Moi, la première fois que je me suis livré à cet exercice, j'habitais en France, dans la ville de Sète, et j'avais un copain qui, lui, était à Vias, donc à une vingtaine de kilomètres de Sète. Et un soir, donc, je me projette chez lui. Alors, comme c'était en pleine nuit, il était déjà dans sa chambre en train de dormir. Et bien que les lumières soient éteintes, je pouvais voir. J'avais même la sensation de relief. Donc, je le vois étendu sur le lit dans sa chambre. Et au-dessus de son lit, je vois un tableau qui représentait un garçon et une fille en train de se tenir la main devant un feu de cheminée. Or, ce tableau, jamais je l'avais vu chez cet ami. Donc, ça m'a beaucoup intrigué. Et bien sûr, le lendemain matin, lorsque je me suis réveillé, ma première réaction a consisté à appeler cet ami et à lui demander de me décrire sa chambre. Et à ma grande satisfaction, eh bien, il m'a décrit ce tableau au-dessus de son lit, qu'il avait acheté il y avait juste une semaine et qui était là donc depuis 7 jours. Donc là, j'ai une preuve incontestable qui me permet d'affirmer que ce n'est pas mon imagination, que réellement il y a une partie de moi-même, ma conscience, qui s'est projetée là-bas. Alors maintenant, venons-en à un autre aspect, et je terminerai ma conférence sur ce point. C'est le contrôle de la réalité extérieure. Là, on vient de voir comment on peut contrôler sa réalité intérieure, mais il faut savoir que toujours,
la réalité extérieure est le reflet de la réalité intérieure. Je m'explique. Si vous rentrez chez quelqu'un et si la maison de cette personne est dans un désordre indescriptible et elle est sale, jamais il a fait le ménage, évidemment, vous allez en tirer des conclusions sur l'état d'esprit de cette personne. Toujours, la réalité extérieure est le reflet de la réalité intérieure. Puisqu'en fait, il y a en nous un système de cohérence. On prend dans la réalité extérieure ce qui est cohérent avec nos modèles intérieurs, avec nos systèmes de croyances. Et ça, parfois, ça se retourne contre nous. Exemple, si nos parents nous ont dit « l'argent est sale, va te laver les mains », eh bien, si cette croyance reste présente dans notre esprit, une fois arrivé à l'âge adulte, étant donné que l'argent est sale, on va s'arranger pour ne pas en avoir. Alors, autre croyance négative, on est fait pour s'offrir ici-bas. Évidemment, si quelqu'un a cette croyance, la vie s'arrangera pour lui donner raison. Et on peut comme ça multiplier les exemples. Une autre fausse croyance, c'est par exemple, il n'y a pas d'amour heureux. Pourquoi il n'y aurait pas d'amour heureux? C'est quoi cette histoire? Ça repose sur quoi? Donc, notre comportement est lié à nos systèmes de croyances. Et la plupart des individus ne remettent jamais en cause leurs croyances. Ils ont hérité leurs croyances soit de leurs parents, soit de leurs éducateurs, soit de la société. Et ensuite, eh bien, s'ils ont des croyances limitantes, ils vont traîner ça toute leur vie et ces croyances négatives vont leur amener beaucoup de souffrance. Donc, il faut arriver à un stade où on remet tout ça en cause et on pense enfin par soi-même. Ce n'est plus les autres qui pensent en nous, mais c'est nous-mêmes qui pensons librement. Vous savez, il y a un syndrome redoutable que moi j'appelle le syndrome fromage ou dessert. On voit ça dans certains restaurants, dans des cartes, dans des menus. On vous dit à la fin fromage ou dessert. Mais pourquoi? Moi, si j'aime les deux, eh bien, je ne veux pas choisir. Je veux le fromage et le dessert. Non. Eh bien, ce syndrome, on le retrouve dans d'autres domaines de la vie. Il y en a qui disent « heureux en amour, malheureux en affaires ». Mais pourquoi ça? Pourquoi si je suis heureux en amour, eh bien, je n'aurai pas de notre côté de l'argent, hein? Il y en a d'autres qui vous disent « mais soit on fait un travail qui nous rapporte, mais qui n'est pas intéressant, soit on fait un travail intéressant et qui ne va pas nous rapporter. » Mais là encore, pourquoi? Moi, je veux faire un travail intéressant dans lequel je puisse m'épanouir et qui me rapporte. Donc, il nous faut tout remettre en cause. Vous savez, notre esprit crée la réalité extérieure. La réalité extérieure est façonnée par votre esprit. Donc, si vous voulez modifier la réalité dans laquelle vous vivez, il vous faut modifier votre esprit. Dans mes prochaines communications, je vais aborder l'aspect technique. Vous allez recevoir à partir de demain 4 documents. Ces documents s'appellent Destination Réussite, Les secrets de la réussite, Comment développer vos pouvoirs intérieurs et enfin Puissance illimitée. Ces documents vous seront envoyés les uns après les autres. Ça va s'étaler sur un peu plus d'une semaine. Le but, c'est de vous révéler des techniques qui vont vous permettre d'obtenir la confiance en vous-même, la réussite à la fois matérielle et spirituelle, et de vivre pleinement votre vie au lieu de la subir. Je vous dis à très bientôt.